il y a d'anciens sportifs, il y a des dirigeants, il y a des gens qui aujourd'hui managent un peu ces différents sports. Donc merci à tous. Et puis à la jeunesse. Et c'est aussi le but de ces hubs Corse Matin. C'est le troisième du nom. On a commencé avec le tourisme. L'île est concernée. Il fallait un débat, en tout cas il fallait une réflexion pour entrer dans ce 21e siècle d'une manière beaucoup plus forte en ce qui concerne le tourisme, avec une organisation publique-privée. On a tiré les enseignements de tout cela. Ensuite, le numérique, qui est entré aussi dans notre vie et qui maintenant fait partie de notre quotidien et nous a même un peu envahis dans certains domaines. Et maintenant, le sport. Mais le sport, c'est évident que ça fait partie aussi de notre quotidien, surtout en Corse, comme ailleurs. Mais en Corse, on sait que c'est une terre sportive où les gens aiment la compétition, où il y a des clubs phares je dirais, qui sont parfois, il y a des gens qui sont un peu excessifs, mais c'est un peu notre tempérament, et irrationnel dans l'amour de leur club. Mais ça fait partie aussi de notre ADN. Alors, le sport, c'est une chose. Le sport et l'entreprise, c'en est une autre. Et aussi l'esprit d'entreprendre. Et tout cela est un peu lié dans le management. Et pour présenter un peu les thèmes que nous allons développer, c'est Julia Sanguinette qui va le faire. Et après, je vous présenterai nos invités qui sont des invités de marque. Donc, Julia, le sport, on ne pouvait pas ne passer à côté de cette, je dirais, allez, ça fait partie de notre société, ça fait partie de nous. Alors effectivement, on ne pouvait pas passer à côté du thème du sport. Et au-delà du thème du sport lui-même, c'est vraiment en quoi le sport et les valeurs du sport peuvent servir d'enseignement dans le management d'entreprise. Ce qui, du coup, intéresse à peu près tous les dirigeants et tous les secteurs d'entreprise. On parle souvent du sport en entreprise, on parle souvent du sport sur la partie santé. On sait que le sport fait du bien à la santé, qu'il faut le mettre à disposition des salariés d'entreprise. Mais on ne va pas toujours systématiquement au bout de la démarche en se demandant en quoi les techniques qui sont appliquées par un entraîneur sportif, par exemple, pour mener ses équipes, pour motiver ses équipes aussi et pour tirer le meilleur de ses équipes, de quelle manière ces techniques-là peuvent être applicables au sein de l'entreprise. Ça, ce sera la première séquence de notre débat. Mais aussi le dirigeant d'entreprise lui-même, parce que le dirigeant d'entreprise lui-même, on peut s'interroger sur sa position qui peut être similaire, en tout cas ressemblante à celle du sportif de haut niveau lui-même. Il est constamment soumis à la pression, il a des défis permanents à relever. Donc ce sera notre deuxième séquence du débat. Quels enseignements pour un dirigeant d'entreprise ou pour un créateur d'entreprise aussi qui se lance des défis et qui est face à de très nombreux défis, quels enseignements il peut tirer de la discipline appliquée à un sportif de haut niveau. Pour répondre à toutes ces questions, on a des intervenants que Thomas va nous présenter, qui sont des intervenants plus que légitimes pour intervenir sur la question et dont les enseignements sont riches pour nous tous. Et puis bien entendu, c'est interactif. On vous donnera la parole parce que je sais aussi qu'il y a des présidents de clubs professionnels, il y a des gens qui sont dans la formation, il y a des jeunes, il y a les représentants de la Ligue Corse de football. Donc il y a beaucoup de monde, donc je pense que les échanges vont être riches. Alors pour en parler, nous avons des invités. D'abord Éric Passero, qui est le directeur du Centre du sport et de la jeunesse corse. Nous sommes là, c'est notre hôte. Donc on le remercie, lui et ses équipes, de nous accueillir dans cet endroit qui respire la jeunesse et qui respire les projets et aussi les rêves. Donc c'est ça aussi le sport. Nous avons également avec nous Jean-Marc Gollard, qui est membre du comité directeur du Stade français, Paris Association, avec un pins qui vaut de l'or, parce que le Stade français, c'est un club prestigieux. Et puis vous avez aussi une activité qui est intéressante, et on en parlera également. Nous avions invité Johan Bagot, ancien coureur cycliste professionnel, qui a été quand même coureur cycliste professionnel de 2011 à 2019, qui a aussi une entreprise, mais qui, lui, malheureusement, a dû décliner notre offre pour des raisons familiales. Et puis notre invité champion du monde, c'est Daniel Constantine, qui a été élu meilleur entraîneur d'handball de tous les temps. Nous avons l'honneur de l'avoir avec nous. Je voulais parler des Minots, mais c'était les Barjots. Les Minots, c'était l'Olympique de Marseille un peu précédemment. Donc l'entraîneur des Barjots, 2 titres de champion du monde, médaille olympique et beaucoup de nombreux titres, qui a marqué et qui a relancé un peu ce sport, ce handball en France et je dirais en Europe. Donc on a l'immense plaisir et l'immense honneur de le recevoir. Il est venu en voisin parce qu'il
Il est corse d'abord, de Vico et de Ghisone, mais aussi les Marseillais, on est tous un peu corso-marseillais. Voilà un peu pour nos invités, mais bien entendu, nos invités sont là, mais nos invités sont aussi de ce côté, c'est-à-dire que vous prendrez la parole et vous poserez vos questions pour que ce débat soit vraiment un débat, parce que je crois qu'on est en déficit de débat dans notre société, et là on est là pour ça. Alors les thèmes, on lance avec le premier, qui concerne l'esprit sportif et l'esprit d'entreprise. Alors, pour première question que je vais adresser à Daniel dans un premier temps, quand on manage une équipe, qu'elle soit sportive ou qu'elle soit d'entreprise, je pense que la première interrogation, c'est comment on suscite l'engagement de ces équipes et comment on suscite l'engagement à la fois sur un projet collectif, mais aussi sur un projet individuel et personnel. Oui, Julia, complètement. Et au-delà du terme engagement, moi je parlerai peut-être d'implication. Je crois que quand on est responsable d'une entité humaine, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le sport ou dans l'entreprise, et qu'on se doit de trouver les ressorts pour que les personnes concernées, qui paraissent au départ, entre guillemets, attention, je mets bien des guillemets à votre disposition, elles se retrouvent par la suite dans le meilleur état possible, individuellement, et j'y reviendrai, mais aussi, surtout, collectivement impliqués. Et c'est vrai que le premier conseil que je donne toujours à des responsables d'entreprise ou à des dirigeants sportifs, c'est de dire, posez-vous la question, si chacune des personnes placées sous votre responsabilité se sent a priori intéressés par ce que vous allez leur proposer. Et quand je dis intéressés, je ne parle pas que de l'aspect économique. Bien sûr, quand il s'agit du monde du travail, on sait très bien que les gens ils sont là pour gagner leur vie, pour en faire profiter leur famille et pour vivre le mieux possible. Ça, c'est acquis. Non, mais je veux dire intéressés au sens de la mission qu'on me propose, elle est valorisante pour moi. D'ailleurs, à ce sujet, j'espère que je ne vais pas vous bousculer d'entrée de jeu en m'exprimant comme ça. Je dirais ce qui est prioritaire dans ce genre d'organisation humaine, c'est ce qu'on appelle toujours l'aspect motivationnel. Voilà. En général, tous les entraîneurs sportifs vous le diront, quand les joueurs, les joueuses sont motivés, c'est déjà la moitié du chemin de fait. Ensuite, il n'y a plus qu'à leur proposer des choses adaptées pour que ça se passe bien. Dans les entreprises, c'est pareil. Quand tous les collaborateurs se sentent impliqués, engagés dans l'action qu'on leur propose, c'est beaucoup plus facile. Mais la motivation, c'est souvent indexé sur quelque chose qu'il ne faut pas avoir peur d'évoquer, qu'on appelle la confiance en soi. Je pense que pour les jeunes qui sont là, et puis pour les plus chevronnés, vous savez dont je parle, mais il faut que vous ayez suffisamment confiance en vous pour que tout ce qu'on vous propose vous paraisse intéressant et vous permette de faire des efforts pour vous améliorer. Pour parler très prosaïquement, dans le monde de la performance, que ce soit le monde de l'entreprise ou du sport, celui qui doute, alors des fois, il faut pas se la péter, quoi. Il ne faut pas s'imaginer qu'on sait tout faire et tout ça. Mais celui qui doute, souvent, dans une équipe, c'est un petit peu le maillon faible. Donc il faut croire en vous, et pour que vous croyiez en vous, il faut vous donner certains éléments. Et un des premiers éléments, celui que je préconise toujours quand je suis invité de ci, de là, c'est de dire... N'oublions pas la dimension du progrès personnel permanent. Voilà. Pour vous, les jeunes, c'est évident. Vous vous entraînez, vous travaillez. Bon. En plus, maintenant, vous avez des conditions, pour ceux qui sont ici, assez extraordinaires. Je te félicite parce que vraiment, j'étais impressionné. Donc, vous êtes dans cette dimension-là. Mais ensuite, vous voyez, je me tourne vers les gens qui représentent plus le monde de l'entreprise. Ensuite aussi, il faut se préoccuper dans une équipe laborieuse, de faire en sorte que chacune des personnes concernées trouve les éléments de leur progrès personnel. Parce qu'il y en a qui s'en sortent tout seuls. Vous savez, ces gens dont on dit ils sont engagés à fond, ils ont une exigence vis-à-vis d'eux-mêmes. Ça, les chefs d'entreprise en raffolent des gens comme ça, parce qu'il n'y a pas besoin de les pousser, pas besoin de les booster. Mais de temps en temps, on en a aussi dans une équipe, ils sont un peu des suiveurs, quoi. Puis surtout... Bon, d'accord, quand j'avais 25, 30 ans, bon, maintenant j'ai un peu plus, donc je pense à mon travail, mais je ne pense pas qu'à mon... Donc ces gens-là aussi, il faut que les gens qui les managent, les gens qui s'en occupent, les bousculent un petit peu quelque part, avec toutes les précautions d'usage, hein, de façon à ce qu'ils soient capables de se remettre en cause. Donc en fait, la réussite, elle passe par cette alchimie
comme a dit Julia, entre la dimension personnelle de la performance et puis tout ce qu'on connaît, que je ne vais pas vous répéter ici, le respect des autres, on fait un sport co, bon, tout que moi j'ai fait qu'un sport co, respecter les autres de façon à ce qu'on s'entende mieux, etc. Partager aussi le même intérêt pour le même objectif, voilà. Être synchronisé, voilà. Savoir à quel moment je dois intervenir et à quel moment je dois céder la place à un autre, voilà, tout ça c'est très très important. Et pour terminer ma première intervention, de dire que la différence quand même, qu'il faut bien que je vous concède, entre le monde du sport et le monde de l'entreprise, c'est que le monde du sport, on a une chance quand même incroyable, c'est que nous, on passe 90% de notre temps à nous entraîner, quoi, à nous préparer. Donc normal qu'on règle quelques problèmes. Alors que quand on est dans le monde de l'entreprise, même s'il y a des moments exceptionnels on va dire, de préparation, comme ce hub course matin, dont je vous remercie, je vous félicite, parce que ça, c'est une circonstance privilégiée pour. Le reste du temps, eh bien, il faut faire, quoi. Il faut produire. Daniel, il y a un mot-clé aussi, c'est la confiance. Oui. Comment on instaure la confiance? Parce que là, c'est une des clés du succès. Oui, complètement. Alors la confiance, moi, pour ne pas faire trop long, j'aurais une recette à vous proposer. Et une recette à vous proposer pour chacun d'entre vous. Donc c'est presque intrinsèque, vous voyez. C'est la dimension, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai utilisé l'expression, la dimension du progrès personnel permanent. Les spécialistes en sciences humaines m'ont expliqué que les êtres humains qui progressent un petit peu chaque jour, ils ne sont jamais pénétrés trop par le doute. Ils savent qu'ils vont réussir, mais ils savent que peut-être ils vont échouer, mais ça ne les préoccupe pas outre mesure, parce que chaque jour qui passe, ils essaient un petit peu de s'améliorer. Donc ça peut être une démarche personnelle. Dans le sport, ça peut être une démarche organisée. Les coachs, ils sont là pour ça, pour vous pousser, pour vous booster et tout ça. Dans le monde de l'entreprise, c'est plus difficile à obtenir, parce qu'il y a des managers qui pensent que leur métier, c'est de vérifier que le travail soit bien fait, de valoriser quand le travail est bien fait, de stigmatiser discrètement, parce qu'aujourd'hui, il faut stigmatiser discrètement, parce que sinon, on a des problèmes, quand le travail est moins bien fait, mais que tout va se régler, au bout du compte, par rapport à la vérification des objectifs, est-ce qu'ils sont atteints ou pas. Il manquerait, si je puis me permettre, dans le monde de l'entreprise, cette dimension de management personnel. Voilà. J'ai X collaborateurs, je fais l'effort de les connaître le plus possible et de mieux en mieux. On appelle ça aussi quelque part l'empathie managériale. Nous, dans le sport, on connaît ça. Hein, l'entraîneur qui n'est pas en empathie avec ses joueurs, il peut avoir quelques problèmes, mais l'empathie managériale. Et à partir de là, non seulement je vérifie que le travail soit bien fait, non seulement je valorise, mais de temps en temps, je m'approche de quelqu'un et je l'oriente dans une direction qu'il a peut-être un petit peu oubliée, qu'il a peut-être un peu abandonnée, et qui pourrait lui permettre de s'améliorer. Et un être humain qui s'améliore, par définition, il développe la confiance qu'il a en lui. Et la confiance en soi, c'est important. Alors, il y a dans tout ce que tu nous expliques, et c'est passionnant, il y a une question qui me vient à l'esprit. Dans les sports co, notamment, il y a aussi un esprit de groupe et une vie collective de ce groupe, avec des enjeux qui sont des enjeux partagés. Est-ce qu'on arrive à recréer ça au sein d'une entreprise, et comment? Peut-être Jean-Marc, pour répondre à cette question. Oui, effectivement, on retrouve au sein de services commerciaux ou même administratifs ce qui se passe dans les clubs et dans les équipes. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens avec des égos, des gens plus timides, des gens plus en retrait, des meneurs, des suiveurs. Et ce sont des choses que nous devons effectivement prendre en compte et travailler autour de cela pour les emmener tous dans la même direction et réaliser le même objectif. Malgré tout, et je vais me tourner vers Eric pour répondre à cette question. Il y a des similitudes, évidemment, dans le management d'entreprise et le management sportif, mais il y a aussi des différences et des obstacles qui sont peut-être à franchir pour le chef d'entreprise, auquel ne fait pas forcément face l'entraîneur sportif. Tout à fait. Moi, je vois deux grandes différences. La première, c'est quand on parlait de confiance et de groupe. Moi, la première différence que je vois, si je fais un parallèle avec les jeunes qu'on a au quotidien, qu'on entraîne au quotidien, c'est ils ont choisi d'être là.
Ils ont choisi d'être là, ils savent ce qu'ils vont endurer et tous ceux qui sont là ont fait ce choix. Comment on pourrait intégrer un jeune qui n'a pas fait ce choix-là d'être dans ces conditions-là? Ça serait une catastrophe. Il ne tiendrait pas une semaine. Et donc la difficulté de l'entreprise, c'est ça là, c'est qu'on a aussi des gens qui n'ont pas forcément choisi d'être là et qui sont là aussi un peu par défaut. Et comment on va les amener à cette motivation-là? Et c'est ça la plus grosse difficulté qu'on n'a pas dans le sport, puisqu'a priori, ceux qui ont choisi, et quand eux, ils sont un peu moins performants, eh ben, on les met de côté, puis on en prend un autre. C'est un peu réducteur, mais c'est un peu ce qui se passe aussi. Ça c'est la première grosse différence. Et la deuxième, c'est la notion de temps. Il y a une temporalité dans l'entreprise qui est complètement différente de celle du sport. Le sport va beaucoup plus vite. On est, par exemple, en termes d'évaluation, on est évalué toutes les semaines quasiment. Alors, moi, je parle des sports co, évidemment, mais dans les sports individuels, on est évalué régulièrement. Et c'est facile de savoir à quel niveau on se situe, qu'est-ce qu'on peut avoir comme préconisation, comme ambition, alors que dans le monde de l'entreprise, la seule évaluation qui est formelle, c'est celle de l'évaluation individuelle annuelle. Quand on reçoit la personne, on dit alors, tu as fait quoi cette année? Donc on parle d'année là. Alors qu'en sport, on parle de semaines. Donc c'est vraiment moi la grosse différence, cette temporalité qui est très difficile à gérer. J'ai une question par rapport à ce que vous dites tous. C'est qu'on est quasiment à du management sur mesure. C'est-à-dire qu'il faut identifier, on parle dans le langage sportif, on a des gens qui sont des meneurs dans les vestiaires, qui sont peut-être pas les meilleurs sur le terrain, mais qui sont des piliers de l'organisation d'une équipe. Justement, ce management sur mesure, est-ce qu'on l'apprend? Est-ce que c'est plutôt, on le sent, on sait ce qu'on va dire, Daniel? Bon, je pense qu'il doit y avoir un peu des deux. Bon, déjà, le fait que vous l'exprimiez, vous, en tant que responsable d'une grande entreprise, ça prouve que c'est quelque chose qui est perçu et dont les gens ont de plus en plus conscience. Enfin, moi, si je fais référence à mon expérience de manager, je ne parle pas d'athlète, je parle quand j'étais manager, c'est vrai que, représentant un sport collectif, au début de ma carrière, j'avais deux mauvaises habitudes. La première, c'est que j'étais plutôt du style super directif. Ceux qui m'ont connu à ce moment-là, je me demande comment ils ont encore des bons souvenirs avec moi. C'est-à-dire et vous aviez des résultats? Vous aviez des résultats lorsque vous étiez comme ça? Au début, on n'avait pas de résultats. Donc je me suis dit, que faut-il faire pour en avoir? Alors, prosaïquement, on a dit, on va mettre les handballeurs au travail. C'est vrai que quand je suis arrivé à la tête de l'équipe de France en 85, les handballeurs, les handballeuses de l'époque, les plus engagés, ils pratiquaient 300 heures par an. Donc j'ai fait des voyages initiatiques dans des pays qui étaient dominateurs à l'époque, c'est-à-dire je suis allé souvent en ex-Allemagne de l'Est. Alors les jeunes, ça ne vous parle pas, l'ex-Allemagne de l'Est, mais je peux vous dire que moi, ça me parle. La Tchécoslovaquie, l'ex-URSS et tout ça. Et je me suis aperçu que sous ces latitudes-là, les athlètes en étaient à 1000 heures de pratique. Autrement dit, nous, les Français, avec nos 250 heures, de temps en temps, on devait jouer contre des gens qui s'entraînaient 4 fois plus que nous. Mais ça ne nous dérangeait pas, parce que nous, on avait trouvé une formule. On disait, nous, on ne s'entraîne pas beaucoup, mais qu'est-ce qu'on est imaginatif, qu'est-ce qu'on est intelligent, qu'est-ce qu'on est créatif. Une connerie sans nom, passez-moi l'expression, elle est assez vulgaire. Parce que tu ne peux pas être créatif, imaginatif sur un terrain de sport co si tu n'as pas suffisamment répété les gestes de base, si tu n'as pas acquis une technique sans faille et tout ça. Donc on s'est mis au travail, et pour les mettre au travail, je me suis dit, il vaudrait mieux quand même que ça rigole pas, quoi. Ouais. Par exemple, quand un joueur me disait avant l'entraînement, qu'est-ce qu'on va faire, coach, aujourd'hui? Normalement, il aurait dû le savoir. Mais je m'emmerdais pas à répondre à sa question. Je dis, tu verras bien. Bon, je te dis de monter les genoux, tu montes tes genoux. Je te dis de faire talon-fesse, tu fais talon-fesse, et voilà. Donc, la schlag, vous voyez, la férule. Bon. Et on a travaillé, on a progressé, on a obtenu des résultats de meilleur en meilleur. En plus, les fameux pays que j'avais visités, moi, pour apprendre mon métier d'entraîneur, je leur ai fait visiter à eux en tant qu'athlète. Et là aussi, on a appris durement ce que c'était d'aller jouer des matchs dans ces pays-là, etc. Le seul problème que j'ai eu, c'est qu'à un certain moment, mon équipe a atteint un niveau tel que j'aurais dû, alors je vais employer une expression qui va peut-être vous choquer, j'aurais peut-être dû un peu plus la respecter à ce moment-là, vous voyez, parce qu'on commençait, on n'était plus 20e mondial, on était 9e, puis on est allé aux Jeux de Barcelone, vous l'avez signalé, on a eu une médaille de bronze à Barcelone. Et là,
le coach que j'étais aurait dû se calmer un petit peu, quoi. Voilà, dire à ses athlètes, merci d'abord, et puis ensuite, vous avez gagné ma confiance, et quand on est en confiance, entraîneur, entraîné, manager, manager, ça peut permettre sur des relations, je dirais, à la fois plus apaisées et plus basées sur l'échange. Et c'est là que je me suis cru obligé d'aller progressivement du tout directif vers le plus possible participatif. Parce que c'est vrai que la nouvelle génération, même tu as raison de le dire, quand ils rentrent ici, ils savent que c'est pour en baver et tout ça, mais quand même, quelque part, ils sont différents des athlètes que moi j'ai pu avoir en 1985, où on pouvait leur imposer tout et n'importe quoi, et ils étaient bien obligés d'accepter. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait cette relation basée un petit peu plus sur l'échange. Ceci dit, je considère, même si je fais l'apologie dans mes présentations du plus possible participatif, que de toute façon, un manager, que ce soit un entraîneur sportif ou un manager d'entreprise, il y a des prérogatives qui ne peuvent pas lui échapper. Il prend des décisions à longueur de journée. Il décide que toi, tu vas te lancer à ce moment-là, que toi, tu vas attendre un peu, etc. Donc, ces prérogatives-là, nul ne doit vous en priver. Celui qui va dire « moi, je suis un manager uniquement participatif, je ne décide de rien, c'est l'équipe qui choisit pour... » Non, attendez, il ne faut pas rigoler, quoi. Hein, bon. Je crois, excuse-moi, Daniel, mais je crois que quand on est manager, il faut d'abord apprendre à dire non. Oui, voilà. Ça, c'est la base. C'est la première chose à faire et ce n'est pas facile. Voilà. Mais ceci dit, avant de prendre certaines décisions, qu'est-ce qui vous empêche en amont d'échanger avec votre équipe pour savoir éventuellement comment eux, ils voient le truc, quoi. Mais vous leur dites bien au préalable, ce n'est pas parce que je t'interroge sur comment toi tu vois le truc qu'au bout du compte, je vais faire absolument ce que toi tu auras dit. Pas du tout, parce que c'est moi le responsable. Donc voilà, le plus possible participatif sans pour autant rêver à un monde merveilleux où on s'embrasserait, il ne faut plus s'embrasser sur la bouche aujourd'hui, vous avez compris, hein, bon, pour d'autres raisons, etc. Voilà. Donc le participatif est une tendance actuelle à laquelle, je dirais, quelque part, il faut se soumettre, mais que ça doit déboucher sur une meilleure implication, une meilleure responsabilisation de l'ensemble. Alors, ça aussi, on parle beaucoup de sport collectif. Donc, il y a la règle, il y a le dirigeant qui fixe les objectifs. Mais finalement, quand l'équipe rentre sur le terrain, la délégation est presque totale. C'est-à-dire que l'entraîneur, à ce moment-là, délègue totalement la responsabilité aux équipes qu'il a entraînées, à qui il a fixé les objectifs. Est-ce qu'on retrouve le même fonctionnement en entreprise ou est-ce que là, de ce point de vue-là, on a aussi une petite différence, Eric ? Oui, encore une fois, je pense qu'il y a une différence, puisque ce que disait Daniel, c'est que le manager, c'est celui qui, à l'arrivée, prend la décision. Donc, on a bien passé pour le savoir ici, il doit quand même y avoir une hiérarchie qui doit être respectée, et qu'à la fin, de toute façon, celui qui prend la décision, ça restera le manager, ça sera l'entraîneur ou le manager. Et même pendant le match, quand vous dites qu'il y a une délégation complète, je suis pas tout à fait d'accord, puisque le but de l'entraîneur, c'est quand même de diminuer l'incertitude et chacun sait ce qu'il a à faire. Quand il y a un coup de pied arrêté, toi tu fais ça, s'il y a un penalty, c'est toi qui tires, s'il y a un truc, c'est toi qui le prends. Voilà, donc c'est une délégation partielle quand même, relative. Et du coup, dans le monde d'entreprise, évidemment que de toute façon, alors je pense que la bonne entreprise, c'est celle qui justement où il y a le plus de délégations possible, en gardant cet esprit de confiance, puisqu'on revient toujours sur la confiance et encore une fois, pour rebondir sur ce que je disais, là aussi, ce dis que je te fais et puis avance de toute façon, pour nous, c'est naturel dans le sport. Et dans l'entreprise, ça devient compliqué puisque les gens n'ont pas choisi ce modèle-là, encore une fois. Et c'est compliqué sur deux personnes différentes. Il y en a une un peu sportive ou qui a l'habitude de ce discours-là, qui va trouver ça tout à fait naturel, et puis il y a celle d'à côté qui va dire mais c'est quoi ce fou depuis quand on me dit si je dois arriver à 8h ou à 8h moins quart, et c'est ça la difficulté, c'est qu'on est vraiment dans des profils qui sont complètement différents. Les règles, respecter les règles, ce sont des notions que l'on a perdues un peu, la société de ça, mais je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux, et c'est encore le sport qui est garant de ces règles-là. Qui sont les fondements d'une société. Et donc aussi Alors moi, je parlais de rugby, parce qu'on a le Stade français, quand même un club omnisport, mais qui est un club qui représente,
je dirais, une institution dans le sport en France. Alors là aussi, les règles à respecter, les messages à inculquer aux jeunes, c'est une responsabilité. On parlait de management, ça va au-delà de l'action sportive et du match. Ça va aussi dans la formation des jeunes et des hommes. C'est un souci dans des grands clubs comme le vôtre? C'est un élément très important puisque de plus en plus on détecte des jeunes qui sont des moins de 12, moins de 14, voire un peu plus jeunes. Donc ce sont des gens qui ont de l'éducation ou pas, parfois par leur famille. Et parfois on sert, au-delà du sportif, on sert également de papa, maman, parce qu'il faut éduquer sur plein de choses. Des bases, des valeurs, le fair play, la compétition, le challenge. Ça fait souvent des bons gamins, mais à surveiller. Surveiller comme dans la vraie vie en fait. C'est le rugby, école de la vie, comme on dit. Le rugby est un sport à part. Là, on fera un petit tour de table parce qu'on met toujours le rugby comme un sport exemple. Bon, mais on s'aperçoit que le professionnalisme est arrivé aussi, que l'argent est arrivé aussi. Mais est-ce qu'on garde là aussi ce qui fait la beauté de ce sport, cette fameuse troisième mi-temps qui, bon, je ne sais pas si elle existe toujours, un public différent, on insulte moins, quoique, la vérité, où est-elle? La vérité, c'est qu'il y a, comme dans le hand d'ailleurs, c'est un sport assez proche du rugby, c'est un sport dans lequel il y a vraiment des valeurs qui ont été historiques, qui sont encore aujourd'hui inculquées par les anciens aux jeunes. Comme dans toute société, dans tous les sports, ce n'est pas toujours respecté, aussi bien par les supporters que par les dirigeants ou les acteurs sur le pré. En revanche, au moment où on se parle, c'est toujours un sport avec une éthique d'élite, avec des gens qui mouillent le maillot, comme on dit. Quand on rentre sur un terrain, on ne peut pas s'échapper. C'est pas possible. Impossible. Donc, je sais qu'il y a du foot dans la salle. Il y a même un champion olympique, là. On donnera la parole. Beaucoup de respect. Non, mais comme dans tous les sports, quand je parle de oui, rugby, tout le monde se demande qui il est, mais c'est la surprise. Moi, je voudrais faire juste une remarque par rapport au rugby. J'espère que tu m'en voudras pas, mais bon. On ne sait pas. Parce que moi, le rugby, ça m'a toujours fait marrer parce que c'est un sport qui a des valeurs, exactement. Mais un jour, j'ai demandé à un spécialiste de rugby, explique-moi comment tu fais pour vouloir systématiquement aller de l'avant en faisant des passes vers l'arrière. C'est vrai. Interrogez-vous sur ce paradoxe, quoi. Alors, ils vont me dire que oui, c'est pour compliquer la situation, etc. Moi, j'ai dit, regarde, le handball, nous, on a été inventé aussi, mais surtout inventé par les Allemands. Pour ça qu'on dit handball, d'ailleurs. Voilà. Bon, handball. Et les Allemands, eux, c'est les pragmatiques. Pour aller de l'avant, ils te demandent de faire le plus possible de passes vers l'avant. D'ailleurs, quand vos enfants, on initie les enfants, on dit, tu as la balle, ben, essaie d'aller vers l'avant. Tu ne peux pas dribbler parce que tu es un adversaire. Essaie de faire une passe vers l'avant, etc. Si tu ne peux pas faire une passe vers l'avant, fais une passe sur le côté. Mais ne fais le moins possible de passe vers l'arrière. Parce que, vous voyez, bon, voilà. Donc, oui, le rugby, ça reste un sport à part. C'est une philosophie de, justement, il faut mieux aller peut-être parfois en arrière pour aller mieux en avant. Alors, dans le rugby, on n'appelle pas ça une passe, mais une offrande. L'offrande, oui. Les valeurs. Alors, sur le rugby, moi je vais être un peu aussi critique, mais du coup sur les autres sports, je dirais que le rugby a été un sport à part pour moi, et qu'aujourd'hui il y a des nouveaux sports qui arrivent, ou une nouvelle famille de sports, c'est le sport professionnel. Le rugby était un sport à part tant qu'il était amateur, où effectivement les joueurs pouvaient s'auto-arbitrer quand il y avait un hors-jeu. On n'avait pas besoin de l'arbitre pour savoir qu'on était hors-jeu, on le comprenait tout de suite. Pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, quand on était hors-jeu au rugby à l'époque, l'adversaire avait le droit de vous piétiner pour vous faire comprendre que vous étiez hors-jeu et qu'il fallait sortir de là, que vous n'avez rien à faire ici, et ça rentrait dans les mœurs. Les valeurs. Voilà. Et aujourd'hui, avec le sport professionnel en général, les valeurs ont changé, et les sports ont changé, les attitudes ont changé, et l'approche a changé. Donc le rugby en fait aussi partie, et le handball... on a été victime, entre guillemets, où c'était un choix de devenir professionnel, et les choses ont changé aussi. Oui. Je rebondis sur ce que dit Eric en 30 secondes. Une dernière image qui est passée il y a 15 jours, 3 semaines sur le Super 12 en Afrique du Sud, où l'arbitre ne voit pas l'action, il y a un joueur qui vient aplatir, il ne fait pas appel à la vidéo, il va voir le joueur, il lui dit « Est-ce que tu as fait en avant ?» Le mec il dit « Oui, j'ai fait en avant », mêlée à 5. Donc il y a encore des valeurs, il y a encore des choses qui se pratiquent, et
on l'espère, le plus longtemps possible. Alors, on arrive au bout de la première partie. Il y a encore un thème à développer qui est important. Et ensuite, on va faire un tour dans la salle pour des questions ou des remarques par rapport à tous les thèmes qui ont été développés. Et le dernier thème, il est quand même important. Oui, je pense, parce qu'on vous écoute depuis tout à l'heure, donc on comprend bien que entraîner une équipe, c'est autant d'entraînement sportif que de préparation mentale, finalement. Et il y a la situation lorsqu'on se retrouve face à l'échec. C'est aussi, je suppose, ça demande une grosse préparation mentale avant et après. Comment on gère l'échec dans une équipe ? Alors, vis-à-vis de l'échec, moi j'ai une position bien précise de dire, à partir du moment où on fait une activité qui est très connotée compétition, tu peux gagner et puis tu peux perdre. Il faut accepter l'idée que tu peux ne pas atteindre tes objectifs, tu peux perdre. Moi je crois que c'est le plus important vis-à-vis de l'échec, c'est à terme d'essayer de comprendre les raisons pour lesquelles on a perdu. Et je dis souvent à ceux qui managent des équipes sportives, attention à la réussite, parce que la réussite, ça rend un peu impertinent, et on a toujours du mal à savoir vraiment les raisons pour lesquelles on a gagné. D'ailleurs, l'être humain est ainsi fait que si vous interrogez une équipe qui vient d'être championne du monde, bon, imaginons que ce soit une équipe de foot, ils ont joué à 17, bon, eh bien, vous allez sur les 17, il y en a quelques-uns, majoritairement, qui vont vous dire « Non, mais c'est moi qui suis le plus important. » Voilà. Parce que j'étais le pilier de la défense, parce que j'étais le gardien de but qui n'en a pas pris. Moi, j'ai celui qui a marqué le but. Moi, je suis... Donc, dans le succès, tout le monde voudrait revendiquer la part la plus importante. Quand il y a un échec, c'est moins évident d'avoir une remise en cause systématique. Donc, c'est l'entraîneur. Là... Pardon ? C'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur. Oui, oui, éventuellement, c'est l'entraîneur. Surtout au foot, c'est souvent l'entraîneur. Donc, il faudrait faire en sorte que on s'efforce de comprendre les raisons pour lesquelles on a perdu. Il est difficile quand même, dans les préparations à la fois sportives et d'entreprise, d'envisager en cours de préparation ou en cours de réalisation, d'envisager la notion d'échec. Parce que ça veut dire, oui, mais alors, si tu me dis que peut-être on va échouer, c'est que tu ne crois pas en moi, quoi. C'est quelque chose d'assez... Bon. Par contre... De temps en temps, mettre un petit bémol, ça ne fait pas de mal, quoi. De dire, voilà, on peut avoir le droit à un certain moment de ne pas être à la hauteur, etc. Et c'est pareil quand on gagne. Moi, j'aimerais bien qu'une équipe qui s'engage avec un objectif très élevé et qui s'aperçoit qu'elle est en train de l'atteindre, ou une entreprise qui atteint ses objectifs tels qu'ils ont été fixés régulièrement, qu'avant qu'il y ait le constat avéré de la réussite et ou de la congratulation, de la valorisation, etc., que juste avant, on se pose la question de dire, oui, et demain, voilà, une fois qu'on aura atteint cet objectif, que doit-on se proposer pour essayer de repartir? Alors bien sûr, si c'est une réussite pour aller encore plus haut, si c'est quelque chose d'un peu moins réussi, comment se remettre en cause, etc. Ça me paraît très, très important. L'échec... Le problème, c'est comprendre collectivement les raisons pour lesquelles. Et moi, j'ai progressé dans la gestion de mes équipes à partir du moment où j'ai accepté l'idée que devant faire, comme on fait tous, soit en entreprise, soit en sport, des débriefings après événement, de finir par comprendre que les meilleurs débriefings sont ceux où mes collaborateurs vont être le plus... Oui, je dis mes collaborateurs... Mes joueurs vont être, lapsus significatif, mes joueurs vont être le plus possible impliqués. C'est-à-dire, au début de ma carrière, quand j'étais directif, et qu'il y avait eu un match qui venait de se finir et qui ne m'avait pas plu, je ne pouvais pas supporter ce qui s'était passé. Toute affaire cessante, je faisais irruption dans le vestiaire à la fin du match, et je me les coupais en morceaux les uns après les autres. Alors vous allez me dire, ça ne sert à rien. Mais oui, vous avez raison, les jeunes pensaient que ça ne sert à rien, même... des gens un peu plus âgés, ça ne sert à rien. Mais moi, ça me faisait un bien fou, quoi. Après, je sortais du vestiaire, j'étais apaisé, quoi. Voilà. Parce que je ne pouvais pas. Bon, au bout du compte, j'ai arrêté avec ce genre de pratique parce que ça ne servait vraiment à rien et qu'il fallait absolument à ce que je passe au débriefing participatif qui ne se fait pas à chaud, qui se fait dans un endroit privilégié, au bon moment, et où là, le manager, le chef d'entreprise, donne d'abord la parole à ses collaborateurs. Mesdames et messieurs, on a échoué dans tel objectif. S'il vous plaît, chacun d'entre vous, les raisons pour lesquelles.
Et ensuite, on fait la synthèse de tout ce qui a été entendu. Et cette synthèse elle devient un élément qu'on ajoute à notre collectif, à notre référentiel collectif. Voilà. Moi, j'ai mis un moment pour comprendre ça. J'espère que les nouvelles générations sont un petit peu plus ouvertes systématiquement à ça, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans le monde du sport. Juste. Alors, on va commencer par le président si de je club peux permettre. professionnel, Monsieur Lec, qui est avec nous, qui dirige l'AC, l'Athletic Club Ajaxien. On va donner un micro. Je sais pas, voilà, quelqu'un peut prendre un micro. Un micro qui est là, on va donner à Christian Lec. Christian Lec, lorsqu'on est président d'un club de football professionnel qui a évolué en Ligue 1, qui est en Ligue 2 et, on l'espère tous, en passe de remonter en Ligue 1, est-ce on dirige un club sportif ou on dirige, on peut le dire, une entreprise? Parce que vous avez quand même des salariés et vous avez du monde. Alors. Oui, Thomas, merci de me donner la parole. Effectivement, justement, avec tout ce qui s'est dit, j'ai écouté avec attention toutes vos remarques et toutes les interventions. Mais il y a le sport professionnel et il y a le sport amateur, puisque j'ai la chance, moi, d'avoir été pratiquant, organisateur de manifestations sportives de haut niveau à titre bénévole. Également président de la ZAC Tour de Corse qui a organisé le Tour de Corse automobile inscrit au championnat du monde des rallyes. Donc, le haut niveau sport automobile, c'est un niveau amateur, c'est un niveau bénévole. Et au niveau professionnel, comme son nom l'indique, c'est un niveau professionnel, mais les objectifs recherchés sont exactement les mêmes. Puis c'est la réussite. Un manager, la difficulté d'être manager au niveau bénévolat, c'est que par définition, les bénévoles, on ne peut pas leur réclamer d'obligation de résultat, mais l'obligation de résultat y est. La difficulté est là, entre le sport professionnel et le sport amateur, si je puis dire, quoique la différence entre amateur au niveau sport automobile et le reste, elle est infime. La limite est très, très faible, disons. Par contre, au niveau professionnel, lorsqu'on dirige un club de football de deuxième division, qui est une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros et qui emploie 80 salariés, les objectifs sont totalement différents puisque le professionnalisme nécessite bien évidemment une obligation de résultat et l'obligation de résultat, elle est importante, elle est très importante puisque le manager lui-même doit insuffler à ses collaborateurs et à son équipe cette obligation de résultat. Je parle personnellement maintenant parce que lorsque j'ai pris la direction du club le 22 juillet, le club était au bord de la faillite, du désastre. On avait 14 joueurs professionnels et le championnat démarrait le 26 juillet. Donc je me suis retrouvé à la tête d'une société dans un état financier et mental très, très difficile. Et j'ai parlé aux joueurs, et je leur ai dit simplement ce que je disais à M. Constantini. J'ai dit, les gars, vous avez un énorme challenge à relever, vous êtes des professionnels, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous faire plaisir, nous faire plaisir, et intégrer toutes les valeurs qui ont fait la renommée du club jusqu'à maintenant. Bon, après, moi, je ne suis pas sur le terrain, ce n'est pas moi qui joue. Mais lorsqu'on revoit là où on était aujourd'hui, je pense que tout ce qui a été dit est extrêmement important sur la motivation, puisque c'est l'humain, en fait, qui est au centre du jeu. Donc, dans le sport professionnel, dans toutes les applications, c'est l'humain, c'est le management humain qui fait la différence. Voilà. Puis il y a l'esprit club aussi. On est des passeurs lorsqu'on joue dans un club, c'est-à-dire qu'on porte un maillot qui a été porté par d'autres, qui a des valeurs que l'on doit porter. On parle du Stade français, on peut parler de la CA aussi. Et là aussi, c'est un message qu'il faut faire passer, une espèce de responsabilité sur le passé et sur l'avenir. Ah, bien sûr, Nico. Thomas. L'esprit club, c'est pas un vain mot. Hein. L'esprit club, c'est un club. Le club de la CA existe depuis 110 ans. Donc toutes les valeurs qui ont été à l'origine de la création de ce club ont toujours été transmises et ressortent aujourd'hui. Je voudrais juste faire une petite aparté sur le rugby. Lorsqu'on regarde un match de foot, comme on a regardé hier soir, par exemple Lyon-Paris Saint-Germain, lorsque l'arbitre met un carton jaune à un joueur, au rugby, le joueur il dit plus rien, il sort, la tête basse, alors qu'au foot,
le joueur, lorsqu'on lui met un carton et qu'il estime ne pas avoir mérité ce carton, il a un comportement, disons, que je qualifierais pas très correct. Voilà, c'était juste une petite aparté. Merci Christian Leca, président de la séance. Deux témoignages et ensuite on demandera la parole à la salle pour les questions. Je parlais d'un médaillé olympique, médaille d'or. C'est Dominique Bijotta qui est là, qui était international de football, qui a gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'était aux États-Unis, il me semble. Voilà. Et par rapport à tout ce qui a été dit, Dominique, je vais vous voyer pour être plus classe. Vous avez été sur le terrain, vous avez eu des managers, vous avez eu des entraîneurs, vous avez eu des présidents de clubs. Est-ce que dans tout ce qui a été dit aujourd'hui, vous avez senti une évolution par rapport au management dans les clubs sportifs et bien entendu dans les entreprises? En tout cas, merci de me donner la parole. C'est toujours très sympathique, surtout avec les intervenants qui ont touché vraiment du doigt, je pense, ce qu'est entre des fois côté parallèle de l'entreprise et puis du managériat sportif, mais aussi il y a des différences. Il y a des différences, Eric l'a évoqué. Je pense que dans le sport, quand on s'engage dans un sport, c'est qu'on l'a choisi, et c'est souvent une passion. Il faut revenir, je pense, à ça, qui est essentiel, parce qu'après, ça va déboucher sur une connexion, parce qu'on parle, Daniel a parlé beaucoup de la confiance. Moi, quand j'étais joueur, ouais, mais coach, vous ne me faites pas confiance. Donc, qui ne l'a pas dit en tant que joueur par rapport à son coach. Et moi, j'ai eu la chance de connaître des coachs extraordinaires. Ils m'ont dit, oui, donne-moi l'envie de te faire confiance. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que s'il n'y avait que dans un sens, c'était beaucoup plus compliqué de mettre en place la confiance. Et quand c'est multiplié par 11, 15, ça dépend des sports, encore plus, donc forcément, ça débouche sur une équipe qui peut être un petit peu en délicatesse au niveau des résultats ou au contraire. On sent qu'il y a un groupe qui est derrière. Voilà. Alors après, il y a bien évidemment son intervention et la méthode qu'on peut mettre en place. Je comprends tout à fait Daniel, parce que c'était ça la méthode d'avant. Elle était très directive. On suivait la direction du coach. Alors quand on avait un très bon coach, c'était souvent des bonnes directions et ça donnait des résultats intéressants. Et puis après, il y avait aussi des fois un peu plus de difficultés dans cette relation-là. Vous avez fort bien, pour moi, balayé l'ensemble. Je pense qu'il faut faire quand même une différence majeure. C'est que des fois, quand on est dans l'entreprise aujourd'hui, on ne l'a pas forcément choisi. Donc, faire adhérer à des personnes qui n'ont pas la même passion et donc l'objectif n'est pas toujours le même. Il y en a dans les entreprises, comme l'a dit Daniel, c'est gagner son pain et puis ça ne va pas plus loin. Donc ça limite, je pense, la performance de l'entreprise. Alors que dans le sport, la différence, c'est qu'avant, on choisissait par passion. Maintenant, il y a tellement de choses à faire autour que finalement, je ne dis pas que ça devient par défaut, mais parfois, ce n'est pas forcément le choix premier. Donc, moi, voilà, en tout cas, la différence. Moi, j'estime que quand on a la chance d'avoir des responsables qui ont cette réflexion-là, eh bien, je pense que quand on a cette passion, il n'y a rien qui nous empêche d'aller très haut. Et quand on parle donc de confiance, qui est, je pense, la base de tout sportif, mais aussi de toute personne pour aller chercher, eh bien, c'est très intéressant, Daniel, c'est-à-dire que tous les jours, qu'est-ce que je fais pour être meilleur? Voilà. Et à partir du moment où on est branché là-dessus, je peux vous dire qu'il y a des doutes qui s'estompent au fur et à mesure, et donc forcément, la performance est meilleure à la fin. Merci. Dominique Merci, Bijotta, Dominique. donc joueur de football professionnel, entraîneur aussi professionnel jusqu'à la Ligue 1. Et puis cette médaille d'or, juste un dernier mot, Dominique, par rapport à votre carrière qui a été brillante, qui a été belle. Cette médaille d'or aux Jeux Olympiques, elle a une place particulière? Elle est particulière parce qu'on était professionnel. Alors disputer les Jeux Olympiques en étant professionnel, c'était un petit peu le côté délicat. Et moi, je peux vous dire, c'est qu'on y est allé avec un état d'esprit. Le sport, c'est d'abord un état d'esprit. Il n'y a pas de côté amateur, professionnel ou quoi que ce soit, c'est l'état d'esprit. On est rentré au village au bout de 15 jours seulement de compétition à Los Angeles. On était sur la côte Est. On était très éloigné des Jeux Olympiques à l'époque. On jouait, on les regardait à la télé. On ne savait même pas qu'on disputait les Jeux Olympiques. C'est qu'à partir des quarts de finale, où on était dans le village. Et là, on a rencontré tous les athlètes. Tous les athlètes, moi je peux vous dire, le souvenir de la médaille d'or,
Oui, je l'ai. Par contre, le souvenir d'avoir croisé Edwin Moses, des athlètes de très haut niveau qui venaient partager au sein du village, moi c'est ça qui m'a le plus marqué. Et c'est aussi, bien sûr, Carl Lewis, je suis dans les tribunes au moment où il est champion olympique du 100 mètres et il dépose son adversaire aux 70 mètres, je suis là devant. Voilà, c'est plus que la rigueur, que la médaille d'or, mais en tout cas, je l'ai bien et je la garde bien au chaud aussi. Merci, Daniel, Dominique. tu voulais réagir, je crois. Oui, réagir, bon, mais c'est vrai que j'apprécie la description. C'est vrai qu'on n'a pas assez, nous, le grand public, votre performance à Los Angeles, on l'a apprécié vraiment sur la fin. On a dit, merde, l'équipe de foot, elle est en finale. Alors qu'avant, on n'en parlait pas. C'était pas retransmis à la télé, c'était pas retransmis, je crois. Oui, non, Dominique, puis en plus, vous aviez l'inconvénient d'être... Puisque le foot, ça se passait dans tous les États-Unis, donc vous étiez loin des JO. Et c'est vrai que, tu as raison de le dire, les JO, pour les jeunes, j'espère que vous irez un jour, c'est le village olympique quoi, qui représente vraiment la sacralisation des Jeux olympiques. Mais attention, le village olympique, c'est la meilleure et la pire des choses. Hein. D'ailleurs, il y a un sport qui rapporte beaucoup de médailles à la France. Je ne sais pas s'il y a des représentants de ce sport dans la salle. C'est le judo. Alors, je vais vous raconter comment ils font le judo. Le judo, vous savez, la caractéristique du judo, c'est que la performance, ça dure une journée. Tu commences ton premier combat le matin et tu es champion olympique à 18h. Quoi. En une journée, tu as fini. Donc, la Fédération française de judo, elle envoie ses équipes sur les Jeux olympiques, mais elle ne les met pas au village. Elle loue des appartements à l'extérieur et tout ça, avec des sparring partners, un dojo et tout ça. Ils les entraînent comme des malades. Ensuite, ils font leur compétition. Et quand la compétition est terminée, ils rentrent au village olympique pour mettre la merde, pour empêcher ceux qui doivent se coucher tôt. Voilà, c'est terrible. Le judo, moi, je leur en veux beaucoup parce que, bon... il y a des médailles au bout, quand même, en ce exactement. moment. Donc, c'est Alors, un chef d'entreprise, je sais qu'il y a un représentant du Crédit Agricole ou un membre du Hub Corse Matin. Par rapport à tout ce qui se dit, ce parallèle avec le sport, est-ce que vous avez un commentaire à faire? Est-ce qu'il y a ces similitudes? Est-ce qu'il y a des enseignements qui sont très, très intéressants pour vous? Alors, présentez-vous, parce que bien entendu, par rapport à la salle, ce sera très bien. Oui, bonjour. Merci Thomas. Jean-Pierre Guillou, directeur général du Crédit Agricole de la Corse. Donc, on est une entreprise de 350 personnes sur l'île. On se retrouve beaucoup dans les commentaires et les analyses de Daniel Constantini. Il y a une évolution quand même de l'entreprise et des pratiques managériales de l'entreprise qui ont tendance à se rapprocher un peu du mode sportif, c'est-à-dire on s'inspire beaucoup. Je ne sais pas si le sport s'inspire de l'entreprise, mais en tous les cas, en termes de méthode managériale ou de mode managériaux, l'entreprise a de plus en plus tendance à s'inspirer du sport. Daniel Constantini était déjà intervenu lors de réunions d'encadrement pour le Crédit Agricole de la Corse, comme dans beaucoup d'entreprises, et on est très friand justement des pratiques et des secrets un peu de réussite dans le sport pour améliorer la performance globale des entreprises. Et quand on parlait d'évaluation, des évaluations annuelles qui étaient différentes des évaluations à chaque match ou à chaque performance, une des évolutions, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, on n'attend plus ce moment annuel où la sanction va tomber, l'année a été bonne, l'année n'a pas été bonne, tu n'as pas été bon, tu n'as pas fait tes objectifs. On essaye de plus en plus, par exemple, d'évoluer, faire ce qu'on appelle des feedbacks permanents. C'est-à-dire on fait des réunions, il y a des interventions, il y a un projet qui a été conduit. Systématiquement, maintenant, après chaque projet, après chaque réunion, on regarde qu'est-ce qui s'est passé, comment s'est comporté le collaborateur, pourquoi il a été bon, pourquoi il n'a pas fait les ventes qu'il aurait dû faire et au contraire, pourquoi il les a faites, etc. Donc il y a une forme d'évolution très forte des méthodes managériales des entreprises en s'inspirant des méthodes sportives. Et vous constatez des évolutions et des changements depuis que vous appliquiez ces méthodes-là par rapport aux résultats que vous obteniez avant? Alors, une des pratiques fortes, pour revenir là-dessus, il y a quelque chose qui a été dit tout à l'heure en disant le sportif choisit son sport, est motivé par son sport, donc il va tout donner pour son sport, alors que dans l'entreprise, le collaborateur ne choisit pas. Alors, je module un tout petit peu. On espère que les collaborateurs qui choisissent une entreprise sont motivés par le métier, sont motivés par la volonté de servir au mieux les clients, de pratiquer une activité auquel ils adhèrent, et
aspire aux valeurs de l'entreprise. Les valeurs du Crédit Agricole, c'est d'apporter le meilleur conseil au client, le suivre dans la durée, lui proposer toutes les meilleures solutions pour ses projets. Donc sur cette pratique, quelque chose qui change et qui fait qu'on a envie de donner confiance ou que le collaborateur s'épanouisse dans son travail ou donne envie et envie d'aller un peu plus loin, c'est justement de lui donner beaucoup plus de responsabilité, de délégation, d'autonomie. On considère qu'un collaborateur qui se sent responsable, autonome dans la relation qu'il a avec ses clients, se sent le pouvoir d'accéder, de répondre et d'accompagner le projet de son client sans devoir en référer en permanence à son responsable, qui va lui-même se référer à son responsable. Les entreprises, historiquement, étaient quand même très lourdes managérialement, encore plus les banques, parce que la banque, on prend du risque, on manipule de l'argent, donc on est toujours précautionneux et on a souvent tendance à ne pas faire confiance aux jeunes collaborateurs parce qu'on se dit qu'ils jouent avec l'argent des clients. Et on se rend compte évidemment que plus on donne cette responsabilité, cette autonomie, cette confiance, tout en contrôlant, on a des résultats qui s'améliorent de manière spectaculaire. Et on parle beaucoup d'équipes aussi maintenant. On parle des équipes, donc c'est des termes sportifs. Oui, on parle des équipiers. Alors après, il ne faut pas trop non plus essayer de cloner. L'entreprise et le sport, c'est quand même de références différentes, mais il y a quand même beaucoup de choses à prendre dans le sport. Oui, qui veut intervenir? Ouais, si on reprend les 3 témoignages de ces messieurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un point commun fort. Je crois que c'est l'amour du maillot, en fait, c'est l'amour de l'entreprise. Lorsque on va travailler avec une entreprise, un bon manager, une bonne philosophie d'entreprise, ou dans le sport, sur le foot ou dans les autres, ou le hand, je crois que ça fait partie des 30% de gagne quand on rentre sur un terrain. On a envie de gagner. J'ai eu la chance d'être présidé par un monsieur qui s'appelle Max Guazzini, qui nous a donné la conviction et l'amour du maillot. Et c'est vrai que même aujourd'hui, 20 ans après, même 25 ans après, on est toujours très marqué. Et partout où on va, il y a une vraie notion, une vraie facilité de gagne, ne serait-ce que sur la marque et le maillot. Et de fierté, je sens. Un petit peu. Éric. Oui, juste des réflexions par rapport à ça. Pour revenir à notre notion de confiance, M. Ley qui nous parle du discours qu'il a fait en revenant sur les valeurs de la CA. Et déjà, 2 choses. On doit être garant de ces valeurs-là. On doit, même si pour nous c'est évident, pour les générations qui arrivent, c'est peut-être moins évident, on doit être les garants de ces valeurs-là. On doit, pas juste pour l'histoire, mais c'est parce que c'est un vrai axe de développement et de réussite aussi, parce qu'on en revient toujours à la notion de confiance. Aujourd'hui, si M. Ley qui dit à ses joueurs on est la CA, on a des valeurs, eh bien, quelque part, ça veut leur dire aussi, je pense qu'ils doivent le prendre comme vous êtes Marius Trésor, vous êtes Dado Perso, et voilà, et ça va passer. Aujourd'hui, le Stade français, je parle sous ton contrôle, est un peu en difficulté, et je crois savoir qu'ils ont fait appel à leurs anciens pour pouvoir dire, voilà, ils sont là, et ça va redonner confiance. Et c'est toujours cette notion de confiance qui est importante. Et je finirai juste par une question, du coup, m'a interpellé sur votre témoignage, et je fais le parallèle avec le sportif, dans l'émancipation personnelle, rendre les gens meilleurs pour le collectif, jusqu'où il faudrait aller, et notamment dans l'entreprise, dans cette confiance qu'on donne aux collaborateurs. Est-ce qu'il faut, jusqu'où il faut rogner sur le résultat, ou faire s'asseoir un petit moment sur le résultat pour aller vers la performance plus tard? Et c'est la difficulté que nous, on a aussi entraîneurs. Est-ce qu'on met un joueur qui est moins bon, mais qui va devenir en confiance, qui sera meilleur demain, ou est-ce que je reste avec mon meilleur du jour et que je sais que de toute façon, je ne serai jamais champion du monde? L'Ombre glacée est un exemple parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui incorporent l'équipe première. Et là, je crois que c'est un peu une révolution, parce qu'on fait confiance aux jeunes, et notamment aux jeunes Corses, qui disputent dimanche un match en Coupe Gambardé, là, qui est quand même important contre le PSG. Donc on est dans cette dynamique-là. Je crois que c'est un peu aussi les anciens, mais investir dans la jeunesse. Oui, juste une dernière réflexion par rapport à ce que je viens d'entendre. Quand j'ai commencé à fréquenter le plus assidûment possible le monde de l'entreprise, et c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais passé une partie d'une journée avec les représentants du Crédit Agricole de Corse, à Solenzara,
sur la côte orientale. À Ghisonaccia. À Ghisonaccia, exactement. Il y a quelque C'est chose. pas loin de Ghisone, c'est pas loin de chez vous, oui, oui, il faut passer par Ghisone et d'Ajaccio pour descendre voilà, au bord de la mer. Et j'étais frappé par une réflexion que me faisaient la plupart des entreprises que je visitais, c'était de dire à un certain moment, et je pense que nul ne se formalisera si je dis ça, nous, M. Costantini, d'une manière ostensible, nous mettons le client au centre de notre projet. Et il me disait tout ça. Donc je comprenais, et on m'a expliqué pourquoi, et en quoi, etc. Et moi, au bout d'un moment, je faisais un transfert, mais mon activité précédente. J'ai dit, mais pour moi, entraîneur sportif, c'est qui mon client? Est-ce que j'ai un client, moi, que je peux mettre au centre? Alors tu te dis, ouais, c'est le client, c'est la fédération. Bon, on fout de la fédération, je veux dire. La fédération, certes, mais bon, c'est pas central. Et puis c'est le public. Ouais, le public, quand tu vas jouer en Yougoslavie, que tu te fais pourrir par le public, qui siffle la Marseillaise, et au pire, etc., tu vas dire que c'est le public qui est au centre du... Non. Donc moi, j'avais du mal. Et en fait, j'ai compris. Je me suis dit, chez nous, dans le sport de compétition, au centre de notre projet, c'est l'athlète, c'est notre joueur, pour le comportement collectif. Mais c'est ça qui est au centre de notre projet. Donc faisons tout pour que l'athlète se sente de mieux en mieux. Et puis je me suis tourné vers le monde de l'entreprise. Je lui ai dit, écoutez, je veux bien que vous mettiez votre client au centre, mais faites un effort pour faire comme nous, si ça vous intéresse. Mettez chacun de vos collaborateurs au centre de votre projet, avec tout ce à quoi ça correspond. La disponibilité managériale, l'attention, etc. Et c'est vrai qu'au bout du compte, quand on fait ça, les deux entités se rapprochent. Ah, il nous reste un petit quart d'heure, on va entrer dans le dernier tiers de ce débat qui est très intéressant. Julia. Oui, alors on a vu donc le chef d'entreprise dans la peau de l'entraîneur, et je voudrais qu'on revienne aussi sur le chef d'entreprise dans la peau du sportif, parce que finalement le chef d'entreprise ou le dirigeant, c'est aussi quelque part un grand solitaire. C'est-à-dire que quand il fait face aux enjeux de son entreprise, il se sent très seul. On a parlé beaucoup de sport collectif. Il y a aussi le sportif et les sports qui sont des sports plus individuels. Malgré tout, le sportif, même dans un sport individuel, il a un coach, ce que n'a pas le dirigeant d'entreprise. Est-ce que ça fait une grosse différence et est-ce que c'est surmontable pour arriver à rejoindre ces deux mondes? C'est quand même pas si différent que ça, parce que moi, je veux bien qu'on évoque la solitude du chef d'entreprise. Mais il y a aussi la solitude du coach, hein. Surtout dans les coachs, Dominique, tu en as connu, un peu directif. Quand ça marche bien, bon, tu as l'impression que tout le monde est derrière toi et tout. Puis ça commence un peu à moins bien marcher. Et puis tu te retournes et tu dis, merde, mais il n'y a personne derrière. Non, personne. Puis surtout, tu voudrais quelqu'un devant. Moi, je me souviens à une époque où j'avais quelques soucis avec la fédération parce que dans ma relation avec les dirigeants, ça ne se passait pas toujours très bien. J'ai confessé à l'un de ces dirigeants, je lui ai dit, mais j'aimerais bien que de temps en temps, l'un d'entre vous me prenne un peu en charge au niveau de la gestion de ma carrière, voilà, pour essayer de... Alors en fait, je ne croyais pas du tout à ce que je disais, mais voilà, j'essayais de faire un petit peu de provocation. Et là, ce dirigeant-là, il m'a dit, mais nous, Daniel, on te fait confiance. L'air de dire, ah, ben, toi, démerde-toi, on t'a mis devant. Voilà, il faut que ça marche. C'est vrai que, autant que faire se peut, il vaudrait mieux que, quelle que soit votre position hiérarchique, bon, à part Jupiter à l'Élysée, lui, il est un peu hors norme, bon. Mais il doit se sentir seul aussi. Quelle que soit votre position hiérarchique, qu'à certains moments, vous puissiez compter à votre tour sur une organisation autour de vous. Bon, récemment, au niveau de l'équipe de France de handball, c'est pas un secret pour ceux qui suivent le handball masculin, la fédération a décidé de changer d'entraîneur. Didier Dinard, qui était entraîneur depuis quelques années, bon, après mauvais résultat au championnat d'Europe, il a été écarté. Le problème de Didier Dinard, comme le problème de beaucoup d'entraîneurs de sport co, c'est qu'il était tout seul dans son exercice. Et même s'il avait un adjoint, l'adjoint n'était pas assez horizontal ou même pour le tirer vers le haut. Donc quand Didier Dinard a eu des problèmes, il s'est trouvé tout seul.
Et la solitude amène à une espèce de détresse et il a fini par... Cette détresse, elle a fini par se sentir autour de lui, cette perte de confiance et tout. Les joueurs l'ont lâché, comme on dit souvent. Le vestiaire, tant qu'il te soutient, c'est bon. Et puis un jour, le vestiaire, il peut te lâcher, etc. Et le reproche que je ferai à Didier Dinard aujourd'hui, si je puis me permettre, hein, bon, je ne l'ai jamais fait en direct, mais je devrais peut-être lui dire, pourquoi es-tu resté aussi longtemps tout seul ? Tu aurais pu essayer de trouver dans ton environnement, alors pas direct, pas professionnel direct, mais des gens avec qui tu puisses parler. Souvent, un chef d'entreprise, ce dont il a besoin à un certain moment, c'est de pouvoir parler de son métier, sans crainte de ce qu'il va dire, sans crainte que ce soit récupéré, etc. Et donc là, il faut essayer de construire, quelle que soit sa position hiérarchique, une espèce d'environnement qui puisse permettre à certains moments que cette solitude du chef soit un peu moins ressentie. Messieurs. Oui, ce qui est important, c'est effectivement, quand tu es chef d'entreprise, c'est de bien s'entourer, d'être le capitaine du navire, mais avec un bureau proche, que ce soit du DRH, du DAF, directeur commercial, etc. Parce que le discours passe au niveau des équipes. C'est bien aussi qu'il soit diffusé par d'autres personnes et en cas d'échec, de pouvoir céder, comme le fait une équipe de sport, comme le fait un club de sport, d'ailleurs. Oui, c'est une situation compliquée parce que quand on analyse un petit peu le rôle de l'entraîneur, on se demande toujours pourquoi on est là, quoi. Parce que quand on gagne, forcément, ce sont les joueurs, et puis quand on perd, c'est l'entraîneur. Donc, et dans l'entreprise, c'est vrai qu'il y a sûrement un parallèle aussi à faire avec ça. Et au-delà de ça, pour revenir sur la notion d'échec, souvent les entraîneurs, dans les victoires, ils n'apprécient rien. Ils sont déjà passés à l'étape d'après. On sait que sur les soirs de victoire, on est déjà passé sur l'étape d'après. Et je voulais citer Gilles Tarny, qui entraînait avec moi au GFCA. Il m'avait dit quelque chose de très juste. C'était spécialiste des petites phrases choc. Et il m'avait dit, méfions-nous, parce que dans ta plus grande victoire, il y a le germe de ta pire défaite. Et ça, je l'avais retenu, et je me t'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui doit rester. Parce qu'en fait, et quand on est dirigeant, eh bien, il ne nous reste que ça en tête. C'est-à-dire que le jour où on gagne, c'est là où il faut commencer à se méfier, en se disant, oulala, c'est là où ça va devenir compliqué. L'équipe de France de handball est en plein là-dessus. Et la capacité à mobiliser les gens quand on est en réussite, et de leur dire attention, on va tomber, là, on n'a pas d'écoute. Mes petits handballeurs, ils doivent rigoler parce que souvent, quand on gagne des matchs à notre niveau, c'est souvent quand on gagne que je suis le plus virulent avec eux. Et Pierre-Marie dit, mais laisse-les tranquilles, les pauvres, on a gagné. Et non, c'est là qu'il faut venir et tirer la sonnette d'alarme déjà. Voilà, donc c'est vrai que la position, elle est difficile. Alors, au-delà de tout ça, il y a aussi, et on a beaucoup de jeunes dans cette salle et qui sont tous des sportifs. Ce sont aussi des futurs salariés d'entreprise. Les entreprises, et on a un représentant de Pôle emploi aussi qui connaît bien aussi les difficultés d'accès à l'emploi et les problèmes qui peuvent se poser, notamment par rapport à la règle, par rapport au respect de la hiérarchie, par rapport à l'implication que l'on peut promettre ou engager au sein d'une entreprise. Les jeunes, Eric, que vous préparez aujourd'hui, finalement, vous les préparez aussi d'une certaine manière à rentrer sur le marché du travail et à être adaptés à l'entreprise. Vous nous les présentez d'abord, c'est quel sport, quelle section ? Alors là, c'est surtout les plus âgés. Là, ce sont ceux qui sont en terminale et en première. Moi, je vois des handballeurs, je vois des judokas, je vois des handballeurs, judokas essentiellement. C'est ceux qui vont le plus loin dans la... Et basket, pardon, Lys, je ne t'avais pas vu. Et des basketteurs, c'est ceux qui vont le plus loin dans le cursus. Puisque les footballeurs, eux, se font 4e, 3e en préformation et après basculent au centre de formation. Mais ils y sont aussi, puisque du coup, ils ont maintenant la casquette de la CA. On pense, en tout cas, pouvoir les préparer sportivement, ça c'est évident. Vers le haut niveau, on l'espère tous. Et il y en a très peu qui iront vers le très haut niveau, mais on espère les aider là-dessus. Mais aussi, on pense les préparer au monde de l'entreprise et au monde du travail. Puisque depuis tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, l'idée d'avoir confiance en soi déjà, puisque c'est un peu le leitmotiv d'aujourd'hui, c'est important. Des jeunes qui savent où ils peuvent aller, qui savent se remettre en question, c'est important. Ce sont des jeunes qui sont préparés à la concurrence, qui sont préparés à l'échec, qui sont préparés à la réussite.
Et au-delà de ça, l'anecdote, c'est que ces jeunes qui arrivent, qui sont aussi souvent brillants scolairement, vont faire des détections. Détections, c'est un peu dans le sport, des sélections pour les écoles, pour les grandes écoles, les écoles de commerce. Et je sais que dans les entretiens, les gens sont friands de ce public-là, puisqu'ils sont déjà préparés pour ce monde-là et pour la performance et la réussite aussi professionnelle. Alors, on a eu quand même des propos et des débats assez riches. On a eu des témoignages dans la salle de personnalités qui ont une expérience. Avez-vous des questions? Parce que je vois, oui, le président de la Ligue corse de football. Voilà, on va lui donner la parole. Jean-René Moracchini. Juste une question, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. Je voudrais poser une question aux entraîneurs de haut niveau. C'est vrai que lorsque vous êtes champion du monde, vous êtes content. Lorsqu'on est champion en football, on est content. Mais est-ce qu'on se soucie après de l'échec d'un joueur ou de quelqu'un qui a gagné une médaille d'or? Je dis ça parce que un jour, dans cette même salle, sur cette estrade, il y avait 5 champions olympiques, dont Laura Flessel, qui est ensuite devenue ministre. Mais parmi les 5, il y a une qui m'a fait de la peine. Et pourtant, elle a beaucoup gagné. Et son entraîneur s'était beaucoup glorifié à l'époque. Et elle nous a dit ce jour-là, Eric était là aussi, donc il peut en témoigner, qu'elle regrettait d'avoir fait le sport de haut niveau, parce que pour elle, bien qu'elle ait tout gagné, ça a été un échec. Alors, est-ce que les entraîneurs de haut niveau ont le souci de protéger leurs athlètes, ou est-ce qu'ils ont simplement le souci d'être performants et de gagner des médailles? Oui, je comprends le sens de la question. C'est vous situez ça par rapport à la responsabilité globale. Alors, j'ai envie de vous dire, je ne veux pas m'en sortir par une pirouette, mais j'ai envie de vous dire, quand j'étais au début de ma carrière de cadre dans le hand, le souci que nous avions, par exemple moi, mon premier boulot intéressant, c'était quand j'étais responsable à partir de 1975 d'une section sport-études à Marseille. Donc je sollicitais de la part de parents de me confier leurs enfants dans une structure d'internat qui allait durer pendant 3 ans et où j'allais leur faire subir, entre guillemets, un entraînement quotidien de handball tous les jours de 17h à 19h, ce qui n'existait pas dans le handball de l'époque et tout ça. Mais c'est vrai que je me sentais un petit peu pénétré par cette responsabilité, parce qu'il ne fallait surtout pas, à l'époque, que l'importance du handball prenne le pas sur ce qu'ils étaient venus chercher, et ce qu'on appelle aujourd'hui, on a une très belle formule, aujourd'hui on appelle ça le double projet. Eux, ils sont tous dans le double projet, à bloc, même triple. Ah ouais, triple projet. Pardon, moi il faut que j'évolue un peu, le triple projet. Mais moi j'étais pénétré par cette responsabilité, je me disais, il faut que tu sois digne de ce que la fédération attend de toi, c'est-à-dire de former des futurs handballeurs pour les équipes nationales, mais il faut aussi que tu sois digne de la responsabilité que te transmettent ses parents, c'est-à-dire qu'au bout du compte, ces garçons, puisque moi c'était des garçons, réussissent sur leur bac au bout de la 3e année dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent ensuite envisager des études universitaires, parce qu'à cette époque-là, le handball était amateur. Bon. J'ai envie de dire, ouf, aujourd'hui on est comme la CA à football, on est professionnel. Donc il y a des gamins qui rentrent dans des structures de handball, style Pôle Espoir et tout ça, et les parents les soutiennent parce qu'ils se disent, ouais, mais peut-être qu'à terme, tu vas devenir handballeur professionnel. Donc maintenant on a des statuts, on a des salaires minimums, on a des machins et tout ça. Donc ça dilue un petit peu la responsabilité, vous voyez ce que je veux dire? Bon. On est moins en train de décider de tout, quelque part, de l'orientation de quelqu'un et tout ça. Par contre, ce qui est très important, c'est de vite analyser le potentiel, surtout par rapport à l'aspect sportif. Bon, l'aspect intellectuel, c'est, j'allais dire, sans mauvais jeu de mots, c'est mathématique. Hein. Bon, tu as un carnet scolaire, on voit si tu as un potentiel ou pas. Bon, un sport, c'est des fois un peu plus difficile à imaginer, mais le travail des responsables, c'est de voir vers quoi il faut que telle personne, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, puisse être orientée avec le plus de chances d'y satisfaire. Moi, j'ai toujours, j'allais dire une expression très prosaïque, vulgaire, j'ai pris mon pied quand j'ai entendu des parents me dire, après que leur enfant ait quitté la sport-études et qu'il ait entrepris des études universitaires, me dire,
Mon fils n'a jamais été international junior de handball. Mon fils n'a pas intégré un club d'élite, etc. Mais mon fils, avec vous, il a appris le goût de l'effort, le goût, cette difficulté, cette capacité à se remettre en cause. Et à partir de là, ça l'a fait grandir. Et ensuite, de temps en temps, nous faisons, au niveau de l'ancienne section sport-études de Marseille, qui est maintenant passée à Aix-en-Provence avec Éric Quintin, on fait des rassemblements de générations et on voit de tout. On voit des internationaux de hand qui sont là, puis on voit des mecs qui ont fait leur trou dans le monde de l'entreprise et qui ont réussi. Et quand ils se retrouvent, eh bien, ils parlent de la même chose, de ce qu'ils ont vécu ensemble et de l'énergie que ça leur a donné, les uns pour réussir dans le sport, les autres. Il ne faut pas, Monsieur le Président, pour revenir vers votre interpellation, il ne faut pas se planter à ce niveau-là. Voilà. Il ne faut pas nourrir de faux espoirs et tout ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la chose que vous évoquez, à mon avis, ne pourrait pas se produire, je crois, beaucoup moins. Parce que tous les sports de haut niveau, même s'ils ne sont pas tous professionnels, il y a quand même une prise en charge de la performance des athlètes et qui les prédisposerait ensuite à trouver leur place dans la société. Voilà. D'autres questions on y travaille, pour répondre aussi à la question, on y travaille au quotidien, puisque avec l'ACA, justement, on a signé une convention pluriannuelle où le club s'engage à mettre en formation ces jeunes qui ne sont pas scolarisés dans notre CFA du sport pour des formations en alternance. Et on est en train de travailler sur un DU, Gilles pourra en dire deux mots, sur un DU qui s'adresse aux futurs sportifs professionnels pour leur apprendre ce que c'est le métier de sportif professionnel et justement éviter ces pièges de surentraînement. Donc c'est vrai que ça fait partie aussi de la réflexion globale qu'on mène avec les clubs et les partenaires pour comment on prépare. Jean-René, une question derrière pour donner le micro. Je ne sais pas où est parti le micro, mais voilà, pour qu'on connaisse. Voilà. Vous présentez, bien entendu. Voilà, Pascal Luigi, également du Crédit Agricole. Merci pour vos interventions, pour le choix du thème qui est très intéressant. Dans le thème, il y a entrepreneuriat. Et nous, lorsqu'on travaille, je partage complètement ce que disait M. Constantine sur la dimension d'attention partagée à avoir pour le client, mais surtout et également pour les équipes et les collaborateurs. Et dans la notion de responsabilité qu'on souhaite donner aux collaborateurs, il y a la dimension d'entrepreneuriat qu'on peut avoir en externe de l'entreprise, mais également à l'intérieur de l'entreprise. Et donc la question que je pose tout simplement, c'est quelles sont les recettes des coachs pour améliorer cette prise d'initiative à l'intérieur même de l'entreprise et comment vous faites sur le terrain pour renforcer cette dimension? Oui, c'est une excellente question parce que ça débouche surtout toute orientation d'un processus qu'on pourrait qualifier de processus pédagogique, mais pas au sens péjoratif de la pédagogie. Je ne pense pas que la pédagogie puisse avoir de sens péjoratif de toute façon. C'est vrai qu'il faut le plus possible s'orienter vers la responsabilisation, soit de l'athlète, soit du collaborateur. Et dans la notion de responsabilisation, il y a la possibilité de prendre des initiatives. Moi, j'ai connu une équipe de France de handball au début qui jouait, on va dire, sans que ce soit trop péjoratif, mécaniquement. Nous avions besoin de respecter des schémas tactiques de jeu très étroits parce que nous n'avions pas les qualités individuelles pour y parvenir. Bon, puis est arrivé dans notre panorama un black avec une serpillière sur la tête qui s'appelait Jackson Richardson. Je ne sais pas si vous l'avez croisé. Des fois, il sévit en Corse, donc peut-être que vous l'avez croisé. Lui, j'ai vite compris que lui, il fallait pas le contraindre. Il fallait justement le libérer encore plus qu'il n'était. Et à partir de là, le handball a changé un petit peu d'approche dans la structuration de sa façon de jouer. Et on fait énormément confiance à la créativité des joueurs et tout ça. D'ailleurs, il y a un terme, ça s'appelle le jeu en lecture. Vous voyez, par rapport à un jeu classique codifié, c'est le jeu en lecture. Le jeu en lecture, c'est-à-dire, je regarde quelle est la situation de jeu devant moi, j'ai le ballon et j'essaie de la transformer au mieux des intérêts de mon équipe. Voilà. Donc on va beaucoup vers ça. Alors je ne dirais pas, ce n'est pas tellement une question de méthode, c'est plutôt une question d'état d'esprit. Voilà. Libérer le joueur, mais toujours pareil, comme vous le faites très bien chez vous, libérer mais en contrôlant. Voilà. Parce qu'il ne faut pas non plus que cette liberté, il ne faut pas que je dise, bon, je te laisse tu as le ballon, tu fais ce que tu veux, mais alors, si tu rates, tu vas voir ce qui va t'en coûter. Non, ça, ce n'est pas possible.
il faut aussi qu'il y ait... Il y a des joueurs à qui on peut dire, tu fais le ballon, tu fais ce que tu veux. Oui, oui, Il y en oui. a Mais de quelques-uns, toute façon, quand même. même si tu leur dis pas, ils le font. Mais on revient là-dessus sur la notion d'individualisation qui est primordiale dans le managerat, c'est savoir à qui on peut faire confiance et à qui on ne peut pas faire On confiance. parle de joueurs cadres dans les équipes. Il y a des joueurs cadres sur lesquels vous appuyez, les entraîneurs. On a tous connu une période où le grand Jackson Richardson ne faisait que défendre avec toi, Daniel, hein, parce qu'il fallait surtout pas que... Il y a des moments dans le match où il fallait surtout pas qu'il ait le ballon en attaque, parce que... Voilà. Donc c'est vrai que c'est vraiment l'individualisation et savoir à qui on a affaire et à qui justement on peut et jusqu'où on peut. Et le summum, c'est quand les individus font avec leur qualité au service du collectif. Pour faire un parallèle avec le football, c'est un peu la difficulté du PSG en ce moment. Des grandes individualités, mais qui n'arrivent pas à sortir un collectif qui a joué ensemble. Donc c'est vrai que c'est là-dessus toujours cette problématique d'individualisation et d'évaluation des personnes. Alors s'il n'y a plus de questions, on va passer à la conclusion. Julia. Oui, malheureusement, il va falloir conclure. Peut-être chacun d'entre vous peut donner son mot de la fin sur cette Oui, moi je veux bien commencer, parce que bon, c'est ce que j'aurais peut-être dû dire tout à l'heure, mais m'adressant par exemple à des gens qui sont déjà dans le monde de l'entreprise, mais vous n'avez pas besoin de moi pour penser ça depuis un certain temps. Quand vous vous penchez sur des curriculums pour recruter, je pense qu'aujourd'hui, il est évident pour tout le monde que quelqu'un qui, dans sa formation, a réussi à concilier un enseignement général correct et aussi une pratique sportive du plus haut niveau possible, je pense que la plupart du temps, ça constitue un gage plutôt d'intérêt pour la candidature en question. Alors qu'il y a 30-40 ans, quand on voyait dans un curriculum quelqu'un qui avait fait du sport peut-être d'une manière un peu trop importante, on dit « Oh là là, celui-là, surtout pas, ça doit être un branleur, c'est un sportif, c'est un branleur. » Voilà. Donc maintenant, je crois que beaucoup de dirigeants d'entreprise ont compris tout l'intérêt qu'il pouvait y avoir dans le fait d'avoir suivi des cursus sportifs. Ça a été dit par Julia, le respect de la règle, l'engagement dans la tâche, la capacité de se remettre en question et tout ça. Donc voilà. Je pense que c'est un hommage qu'il faut rendre je dirais, à ce que le sport peut apporter à la société aujourd'hui et qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. On voit qu'il y a une évolution parce que vous, je pense à Jean-Marc Mormec que je connais, qui font des interventions dans les entreprises. Donc maintenant, on s'appuie sur l'expertise de ces sportifs pour la reporter sur le monde de l'entreprise. On va faire le tour de table. Donc Eric... À vous, pour conclure. Moi, déjà, une première remarque, c'était j'ai oublié, je m'en excuse, de pouvoir excuser notre président, Petranto Tomas, qui aurait été ravi de pouvoir participer et qui vous remercie d'être venu jusqu'à nous pour ce débat très riche. Donc ça, c'était la première chose. Et ensuite, je ferai une conclusion en forme d'ouverture et surtout de questions et de questionnement. C'est puisqu'on passe nos journées avec nos équipes et nos partenaires à réfléchir de comment on pourrait accompagner ces enfants du mieux possible dans tous les domaines. Alors le triple projet, Daniel, maintenant, c'est sportif, scolaire et social. Hein, donc on cherche le quatrième. Donc comment on pourra accompagner, comment les entreprises pourraient connecter plus tôt avec ces jeunes qui sont déjà qui sont en situation de formation et comment on pourrait connecter ce public-là avec, puisqu'on réfléchit beaucoup à qu'est-ce qu'ils vont devenir comme un sportif, professionnel, pas professionnel, champion, pas champion, mais comment on pourrait leur proposer aussi un avenir professionnel plus tôt. Et comment on pourrait connecter les deux mondes pour pouvoir déjà pour l'entreprise, je pense que ça peut être pour les entreprises, ça peut être très intéressant. Et puis pour eux aussi, ça peut être intéressant de savoir que au-delà de toutes les difficultés qu'ils ont au quotidien, de savoir que professionnellement, ils ont un souci de moins ou qu'ils ont une perspective, ça pourrait aussi les aider à être encore meilleurs sportivement. Merci Eric. Jean-Marc Gaulard, à vous. Vous avez le mot de la fin. Pour définir, moi je restais plutôt sur la partie entrepreneur, pour définir une expérience de manager, je crois qu'il faut, je m'adresse aux jeunes parce que c'est important, d'un agglomérat d'expérience. C'est-à-dire qu'il faut savoir prendre toutes les étapes de la vie, c'est en l'occurrence
la partie scolaire, professionnelle et sportive. Je pense que ça crée des bagages et ça vous servira forcément à adapter et adopter certaines situations dans la vie professionnelle, que vous soyez salarié ou manager. Je pense que c'est important de se construire de cette façon. Et je vous souhaite longue vie dans votre parcours. Moi, je fais une petite conclusion off-record, parce que je suis maintenant manager, mais j'ai été sportif. D'ailleurs, avec Antoine Pérédu, qui a été mon partenaire et mon entraîneur, on a joué, c'était le niveau CFA, il me semble, à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, lorsque je tiens mon rôle de directeur, je m'appuie beaucoup sur ce que j'ai vécu dans le monde sportif. Parce que ça m'a appris aussi à connaître les gens. C'est-à-dire qu'on parlait de management sur mesure, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on réussit un peu mieux à lire ce que les gens ont à dire, à entendre, à s'exprimer, mais aussi ce qu'ils sont. Et ça, je m'en sers beaucoup. C'est vrai que le sport en général, on dit toujours c'est l'école de la vie, mais je crois que c'est vrai. C'est vrai parce que ce sont des moments qui restent gravés à jamais en vous, mais qui vous apportent à un moment donné quelque chose de plus. Donc je remercie Antoine Pérédu, qui a été aussi mon entraîneur, de m'avoir apporté tout ça. Voilà, je voulais rendre hommage à Antoine. Alors Julia, pour la conclusion. Oui, ben alors merci à vous trois pour vos brillantes interventions et les riches enseignements que vous nous avez apportés. Merci à tous d'avoir participé et de vos interventions et de vos témoignages également. Alors je lisais il y a quelques jours, je crois que c'est Didier Deschamps qui disait ça, il disait si on ne parle pas du jeu au clubhouse, on perd tous les matchs. Alors moi je vous propose qu'on applique cette règle, et on n'a pas l'intention de perdre le match du Hub Eco de Corse Matin. Donc on vous invite au buffet pour le déjeuner et pour poursuivre ces débats extrêmement intéressants. Merci à tous.